Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir ici sur cet atelier. Je m'appelle, Caroline Roll et on va parler justement de, comment se libérer d'une relation d'emprise pour enfin retrouver son énergie et reprendre le contrôle de sa vie. Je décale un peu ma bulle. Donc justement dans cet atelier, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un peu ce qu'est le qui est le excusez-moi. On va voir qui est le pervers narcissique pour définir un peu les profils. C'est toujours intéressant de savoir à qui on a affaire. Ça permet aussi de redonner responsabilité à chacun, de comprendre les mécanismes de l'emprise pour ensuite reprendre le contrôle de sa vie. Alors qui je suis avant de commencer, parce que vous devez sûrement vous demander qui je suis pour vous parler de tout ça. Je m'appelle Caroline Roll, j'ai un master 2 d'architecture d'intérieur et de design. Je suis une ancienne athlète de natation, natation synchronisée, et à 18 ans, je commence la danse sportive. Et ça va être un véritable coup de foudre. Je vais être repérée par un entraîneur international, ce qui va faire, puis un chorégraphe, ce qui va faire décoller ma carrière très très rapidement. Et donc, je vais avoir une carrière fulgurante jusqu'au jour où je perds mon partenaire de danse. Et, euh, et c'est un milieu dans lequel c'est très compliqué, c'est assez dur de trouver des partenaires. Donc à ce moment-là, une démotivation, j'ai plus le courage de recommencer, j'ai plus le courage de faire tous les sacrifices que je fais depuis des années pour le sport. J'ai envie d'autre chose. Donc c'est un moment très dur à passer, et c'est une période durant laquelle je croise la route d'un pervers, d'une personne atteinte du trouble narcissique qui va devenir mon conjoint, le père de mes enfants, et avec qui je vais vivre 9 ans. Donc ça va être 6 ans durant lesquels je vais me poser beaucoup de questions, je vais être dans l'espoir que les choses évoluent, jusqu'au jour où je vais comprendre que ça va pas du tout. Moi, je vais pas bien, mes enfants ne vont pas bien, et donc je commence un suivi en psychologie avec mes enfants, moi aussi. Et donc c'est tout un chemin de recherche parce qu'il faut trouver le psy avec qui ça colle bien, avec qui on est en confiance. Donc ça me prend ça me prend un an. Et puis, à partir du moment où j'ai trouvé la personne qui pouvait m'aider, ça va être 2 ans de travail en psychologie avant d'accepter de partir. À partir du moment où je prends la décision de partir, c'est encore un an de soutien euh, parce que les procédures sont hyper longues, etc. Et puis à partir de ce moment-là, c'est 7 ans de reconstruction. Une fois que je quitte, qu'on est officiellement séparés, c'est 7 ans de reconstruction. Alors de reconstruction, 7 ans où je vais continuer à travailler sur moi, 7 ans où je vais reprendre aussi des études pour devenir préparateur mental et renouer avec le sport, qui est un milieu qui me procure beaucoup de plaisir. Et puis je vais accompagner des athlètes en national et en international, donc le championnat d'Europe. Dernièrement, j'ai accompagné Giuliano Anago pour justement son titre de champion d'Europe. Donc titre qu'il a eu cette année. Donc ça a été un moment avec beaucoup de joie et de le voir réussir. Donc voilà. Et au fur et à mesure de mes accompagnements, je me suis aperçue que les athlètes qui venaient me voir, c'était des athlètes qui avaient subi des relations toxiques, alors soit dans l'enfance, soit dans leurs relations personnelles. Et, euh, et donc, naturellement, j'en suis venue à accompagner spécifiquement cette problématique du trouble narcissique et des victimes du, de personnes qui sont atteintes du trouble narcissique, parce que c'est un chemin sur lequel on se sent très seul, on se sent pas compris, pas entendu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les victimes de pervers narcissiques ne sont pas reconnues par la justice, donc c'est compliqué. Hein. C'est des divorces qui sont compliqués, parce que c'est des divorces où on maintient des on maintient l'autorité conjointe, on maintient des gardes alternés. Donc en tant que parents sains, on sait qu'on envoie nos enfants au casse-pipe, on envoie nos enfants dans des situations parfois complexes, et ça, c'est pas évident à vivre. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai consacré tout mon accompagnement à ces profils-là, à des femmes. J'accompagne essentiellement, principalement et exclusivement des femmes qui ont subi ça. Et, euh, et voilà, il faut savoir que c'est une épreuve qui est dure, sur laquelle vous subissez un vol énergétique très important et une énergie qu'il va falloir retrouver. Donc, commençons justement.
avant de parler justement de la reconstruction, on va redéfinir ce qu'est le trouble narcissique, parce que c'est important, il y a beaucoup d'abus de langage aujourd'hui. On parle de pervers narcissique à tout va, tout le monde n'est pas pervers narcissique. Donc, le trouble narcissique est un trouble de la personnalité caractérisé par une image de soi grandiose, une quête excessive de reconnaissance et une absence d'empathie authentique. Donc, derrière cette apparente confiance en soi se cache une fragilité identitaire profonde, compensée par des stratégies de contrôle et de domination sur autrui. Alors, si je mets une image, ce sont des personnalités qui ont une psyché construite comme un château de cartes, et si une carte bouge, tout s'effondre. Si tout s'effondre, pour eux, c'est la mort. Donc c'est pour ça qu'ils ont des stratégies de contrôle et de domination sur autrui extrêmement figées. Parce que si quelque chose bouge dans leur psyché, c'est terrible. En fait, ils décompensent et ça peut être assez dramatique pour eux. Donc, sur ces profils-là, je vous invite à lire les livres de Marie-Françoise Hirigoyen, qui est la spécialiste de ces profils. Et elle a des livres qui sont tout à fait accessibles. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à lire ces livres. Alors nous, on va juste définir justement le trouble narcissique et les 3 grandes catégories qui s'en dégagent, parce que c'est important de savoir à qui vous avez affaire. Ça vous permet de valider ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, de comprendre aussi ce qui s'est passé pour vous. Et ça, ça a toute son importance. Donc les 3 grands profils narcissiques qui se distinguent, on va avoir le narcissique grandiose ou séducteur, le narcissique vulnérable ou hypersensible, et le pervers narcissique qui est la forme la plus toxique. Donc vous voyez, le pervers narcissique est une catégorie parmi les 3 grandes catégories que l'on distingue dans le profil narcissique. Donc le narcissique grandiose ou séducteur, ça c'est un profil qui se présente comme confiant, charmant, brillant, et qui a un profond besoin de domination. Dans ces traits dominants, on va retrouver l'arrogance, le besoin d'être admiré et une incapacité à reconnaître les besoins ou émotions des autres. Si je vous donne un exemple, ce profil, c'est Donald Trump. Voilà, ça c'est une personne qui rentre dans ce profil. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo, sur les différents profils, parce que je ne vais pas forcément m'attarder des masses, parce que ce n'est pas l'objectif ici. Mais voilà, c'est important que vous puissiez identifier, et puis si vous avez envie d'aller encore plus loin, encore une fois, je vous invite à lire les livres de Marie-France Hirigoyen ou à prendre rendez-vous. Comme ça, on pourra échanger sur votre situation et faire le point. Donc l'autre narcissique qu'on va trouver, c'est le narcissique vulnérable. Alors lui, c'est le plus discret. Ce profil se présente souvent comme une victime et on le découvre dans les cabinets de psychologues parce qu'il ne comprend pas pourquoi sa femme le quitte ou pourquoi il a perdu son boulot. Il faut savoir que ça, c'est le profil qui agit en sous-marin. C'est un profil qui est indétectable, sauf quand il arrive dans le cabinet de psy. Mais en extérieur, il est très difficile de le détecter, où il faut vraiment être averti pour arriver, ou en tout cas très à l'écoute de son corps. Donc lui, c'est un profil qui attire la compassion et la loyauté. C'est un peu la personne dont on a pitié, et on se dit on va la prendre sous notre aile, on ne peut pas la laisser toute seule. C'est souvent comme ça qu'il intègre les groupes d'amis. Et donc les traits dominants de celui-ci, c'est une victimisation, une hypersensibilité au rejet, une dépendance affective qu'il va inverser, parce que c'est quelqu'un qui inverse tout. Donc il va, tout ce qu'il ressent, il va inverser les émotions, et c'est son partenaire qui va exprimer. Donc c'est son partenaire qui va exprimer la dépendance affective. Une manipulation douce mais persistante. Donc c'est quelqu'un qui manipule H24 et il ne s'arrête jamais. Mais c'est toujours frais, tout doucement. C'est un profil qui a une agressivité indirecte, passive, souvent refoulée, mais destructrice. Et donc, comme il n'exprime pas directement son agressivité, en fait, il l'exprime par des biais détournés, et surtout, c'est ce qu'on appelle les vases communicants, c'est-à-dire qu'il va transférer son agressivité en vous, et c'est vous qui allez l'exprimer. Et vous n'allez pas vous reconnaître dans qui vous êtes, etc. Et c'est absolument destructeur, c'est le profil le plus insidieux.
Ensuite, on a le pervers narcissique qui est le sujet central de Marie-France Hirigoyen parce que c'est le profil que l'on retrouve dans les féminicides, c'est le profil que l'on retrouve aussi chez les psychopathes, etc. Voilà. La psychopathie, c'est encore une autre maladie. Mais ce sont ces profils-là, et donc lui, il agit de façon froide, calculée et destructrice. Il est parfaitement conscient de tout ce qu'il fait, il y prend un plaisir fou. Donc les traits dominants chez lui, c'est un double discours, une dévalorisation progressive, l'isolement, inversion de la culpabilité et une absence totale d'empathie réelle. Et donc l'objectif du narcissique, parce que ça, il faut quand même le garder à l'esprit, c'est la mort de leur victime, la mort d'épuisement, il la pousse au suicide ou il passe à l'acte. Donc ça, c'est quand même quelque chose à toujours garder en tête et c'est pour ça que l'on dit que si vous êtes confronté à ces personnes-là, il faut fuir. Alors, comment choisit-il ses victimes? Le pervers narcissique ne les choisit pas par hasard, hein, il est très précis dans son choix. Il va chercher des personnes dotées de ressources précieuses, des ressources émotionnelles, des ressources affectives, des ressources sociales, des ressources intellectuelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il capte les failles, il a un radar pour ça. Il est aiguisé, enfin, il est vraiment des capteurs très très pointus pour ça. Donc, il capte les failles, les doutes, les blessures mal refermées et il s'y engouffre. Et il va se saboter par ce pied-là. Et puis, bien sûr, il ne cherche pas une personne faible, il cherche une personne forte qu'il pourra ensuite briser, casser pour se sentir tout puissant. Donc ça, c'est un point important. Quand je parle de personne forte, c'est-à-dire qu'il cherche un leader. Il cherche quelqu'un qui a beaucoup de lumière en lui, qui a beaucoup d'énergie, qui est rayonnant. Et donc, il va vouloir la briser pour se sentir tout puissant. Donc maintenant, parlons de la victime, de nous. Parce que moi aussi, je suis passée par là. Donc le dénominateur commun des victimes, en tout cas les caractéristiques qu'on trouve chez les victimes, on va avoir une empathie profonde. Alors l'empathie profonde, c'est une qualité, c'est une très grande qualité. Alors surtout, gardez-la. Par contre, comme toutes les qualités, il y a sa contrepartie. Dans toute chose, dans la vie, il y a un équilibre en toute chose. Donc si on possède une très grande qualité, on a une contrepartie qui est tout aussi puissante. Donc, l'empathie profonde, ça fait que vous ressentez intensément les besoins des autres. Et donc, avec les personnes atteintes du trouble narcissique, en fait, vous ressentez leurs blessures, vous ressentez leurs besoins, vous ressentez leurs failles et vraiment l'intensité de leurs blessures. Et donc, il y a une compassion qui s'ouvre chez vous. Et vous avez envie de les aider, donc on peut aussi reparler, on reparlera tout à l'heure, mais aussi du triangle de Karpman, hein, agresseur, victime, sauveur. Donc en fait, vous retrouvez un peu dans cette empathie profonde, souvent vous retrouvez un peu dans la position du sauveur. Comme vous ressentez leurs blessures, vous avez envie de les aider, donc vous vous retrouvez dans une position de sauveur. Et dans cette position-là, eh ben, vous avez tendance à vous oublier. Donc ça, c'est la contrepartie, en fait, de ressentir intensément le besoin des autres, c'est que vous avez envie de les aider et vous avez trop envie de les aider et du coup, vous oubliez. Et c'est là où il faut faire attention, il faut prendre conscience de ça pour garder cette balance à l'équilibre. Ensuite, il y a un besoin d'être aimé et d'être reconnu. Donc ça, c'est souvent lié à des blessures de l'enfance ou à un manque de validation. Et là, on va retrouver principalement des blessures d'abandon ou des blessures de rejet vécues pendant l'enfance. Donc ça, c'est un point qu'il va falloir venir travailler. Ensuite, vous avez une capacité à endurer émotionnellement. Donc vous supportez beaucoup, vous justifiez, vous lui trouvez des justifications tout le temps, des excuses, vous espérez que ça change, vous donnez encore et encore. Et ça, cette endurance, cette capacité à endurer, elle est hors norme. Elle n'est pas normale, elle n'est pas à son juste équilibre, et ça, c'est quelque chose que vous avez appris dans l'enfance. Vous avez peut-être eu des parents qui étaient très présents, mais qui émotionnellement n'étaient pas vraiment là. En tout cas, ils n'ont pas validé vos émotions, ils ne vous ont pas apporté de soutien. Et donc, vous avez appris que vous étiez seul et que vous deviez vous en sortir seul. Donc, en plus de ça, en plus d'endurer, vous ne demandez pas d'aide. Et ça se retrouve chez toutes les victimes où vous mettez beaucoup de temps à demander l'aide. Moi, j'ai mis 6 ans. Donc, vous voyez, il y en a qui mettent quand même beaucoup moins de temps. Donc, ensuite, on a le doute sur sa propre valeur. Alors, on ne doute pas forcément de tout, mais on peut juste douter dans un domaine.
et en fait, il va s'engouffrer dans cette faille. Il la détecte tout de suite et il s'engouffre dans cette faille. Et donc, ou alors, ça peut même être un doute temporaire parce que vous avez perdu vos parents, vous avez traversé un accident ou je ne sais quoi. Enfin, il y a quelque chose qui vous a perturbé dans votre vie et hop, il va se brancher sur cette blessure et il va plus lâcher. Donc ça c'est quelque chose dont il faut travailler, il faut prendre conscience un peu il faut retravailler en fait son ancrage émotionnel pour justement quand on vit des épreuves ne pas garder toujours une lucidité de ce qui se passe et de ce qu'on vit pour pas justement se faire manipuler. Et alors le dernier point, je pense que vous allez vraiment vous reconnaissez à mon avis dans tous les points, mais celui-là, il est très important parce que vous avez une ouverture et une intelligence relationnelle et ça, c'est une qualité exceptionnelle. Ma qualité exceptionnelle, contrepartie aussi très importante. Donc, il faut en prendre conscience. Donc, vous avez une capacité à comprendre, à analyser, à vous remettre en question, à faire en sorte que les choses avancent. Vous avez une capacité à avancer qui est très importante et ça, il ne faut absolument pas le perdre. Mais en même temps, la contrepartie, c'est que ça rend très facile de vous manipuler par la confusion mentale. Donc il faut vraiment avoir conscience de cette contrepartie pour pouvoir garder cette balance à l'équilibre. Donc en résumé, le pervers narcissique cherche des personnes lumineuses, généreuses, investies, comme vous, mais momentanément fragilisées par une épreuve de vie ou des enfances difficiles, enfin peu importe, par des failles. Donc, il cherche une femme de valeur, il va chercher un leader, parce que détruire un leader, c'est beaucoup plus jouissif que de détruire un suiveur. Donc, il cherche des femmes qui sont puissantes, qui sont fortes, qui ont beaucoup de valeur, et pour qui il va prendre beaucoup de plaisir à détruire, et il va se nourrir de son effondrement. Voilà, en fait, et puis la personne, elle s'effondre parce qu'elle perd sa lumière. Et elle perd sa lumière pourquoi? Parce que lui pompe sa lumière, parce que lui-même n'a pas accès à sa propre lumière. Donc maintenant, si on passe du côté des victimes, pourquoi vous restez? Pourquoi on n'arrive pas à partir? Alors on n'arrive pas à partir parce qu'il y a une confusion mentale qui s'installe. On a une perte de confiance en soi. On va avoir une addiction émotionnelle. Et donc, on vit dans l'attente de prochaine dose de bonheur, du prochain moment où il sera heureux et puis ça se passera bien avec lui. Donc, la confusion mentale ne nous permet pas de voir clair dans ce qui se passe. La perte de confiance en soi nous empêche de partir parce qu'en fait, on a peur, il y a beaucoup de peurs qui viennent. On a peur de ne pas y arriver toute seule, on a peur de partir, on a peur de beaucoup de choses, on a peur de l'avenir. L'addiction émotionnelle, on a une culpabilité, donc culpabilité envers les enfants aussi, de ce qui se passe. Une culpabilité de détruire le couple, parce qu'il y a un moment donné, quand on divorce, on pense pas tout de suite que l'autre est complètement malade, pas toujours. Parfois, on part sans trop savoir, on se dit juste qu'il faut partir parce que votre vie est en jeu et que vous avez conscience que votre vie est en jeu et que votre instinct vous dit de partir et que pour une fois, vous l'écoutez. Et donc, vous n'avez pas encore complètement compris ce qui se passait, donc il y a une culpabilité de détruire la famille, entre guillemets, et de se donc séparer, que les enfants et les parents séparés. Et puis, il y a l'isolement, vous vous sentez seul, vous avez pas trop de contact avec votre famille, vous n'avez pas trop de contact, vos amis vous ont un peu quitté, ou alors vous vous mettez à parler de ce que vous vivez et d'un seul coup, tout le monde disparaît, parce que c'est une période durant laquelle il y a un très très gros nettoyage quand vous vous mettez à parler. Et puis surtout, vous avez l'espoir que les choses changent. Et donc, on a vu déjà précédemment que c'est des profils qui n'évoluent pas, qui ne peuvent pas évoluer parce que c'est trop dangereux pour eux. Donc, pour récapituler un peu les mécanismes de l'emprise, parce que ça, c'est important de les comprendre et de comprendre les effets qu'ils ont, parce que c'est ça qui va vous permettre de sortir justement de la manipulation. Donc, on va avoir un mécanisme de séduction initialement au début de la relation, mais ce qui est le mécanisme de séduction, il peut revenir à différents moments. Donc, ça crée une dépendance affective rapide.
on va avoir une dévalorisation subtile. Ça, c'est pour éteindre l'estime de soi. Hein, donc petit à petit, vous allez vous éteindre, vous allez perdre complètement vos moyens. Moi, je peux vous parler de moi. Hein. Moi, j'étais arrivée à un point où prendre mon téléphone pour demander à la CAF un renseignement, c'était juste pas possible. Et j'allais répéter 10 fois devant la glace ce que j'allais dire. Limite, si j'écrivais pas sur un papier ce que j'allais dire, comment j'allais me présenter, ce que j'allais poser comme question, etc. Tellement c'était devenu un stress immense pour faire ces démarches. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire. Aujourd'hui, je suis devant vous et je vous parle. Donc vous voyez tout le chemin parcouru. On va avoir le gaslighting, donc les mensonges et l'inversion. Donc ça, c'est pour créer la confusion mentale. Donc ce sont des gens qui mentent comme ils respirent. Hein, donc ça va vous faire douter de ce que vous vivez. Et puis c'est des gens qui inversent les situations. Donc pareil, ça va vous faire douter de ce que vous vivez. Sur l'inversion, je prends un exemple. Vous avez votre mari votre conjoint qui vous critique, etc., qui a des paroles pas très agréables. Vous finissez par réagir en disant ça suffit, enfin, vous vous énervez de ce qu'il vous dit. Et puis là, il va vous regarder, il vous dit mais pourquoi tu t'énerves? Et là, ça fait le fait de sortir ça comme ça fait comme un coup de casserole. Quoi. Vous voyez les étoiles. Votre cerveau, il comprend pas ce qui se passe. Et là, vous vous mettez à vous poser des questions parce que vous avez une intelligence émotionnelle très importante. Donc, vous êtes en capacité de vous remettre en question. Donc là, vous vous posez des questions. Et là, il crée la confusion mentale. Voilà. Après, vous avez les doubles messages, le chaud-froid. Donc, un jour, il est présent, l'autre jour, il n'est pas là, il vous ignore. Ou vous passez une super soirée et au moment de vous quitter, il devient un glaçon. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'émotion, il ne vous regarde même plus. Donc ça crée une addiction émotionnelle. Et puis, il y a l'isolement progressif. Il coupe la victime de tout soutien extérieur. Et puis, la culpabilisation permanente, c'est-à-dire qu'il vous empêche de poser des limites et de partir. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je propose, c'est, fort de mon expérience personnelle, mais aussi de mon travail auprès des athlètes que j'ai accompagnés, c'est un parcours de 3 à 6 mois en fonction des profils et de là où vous en êtes au démarrage. Et donc c'est un accompagnement qui est intense, qui demande de l'engagement, de la détermination et une vraie volonté de reprendre le contrôle de sa vie. Donc c'est un accompagnement qui est aussi un peu à mon image, hein, à mon image de sportive. Donc il faut aller vite, il faut de l'intensité, il faut aller vite, et puis on n'a pas envie d'y passer 10 ans. Donc ça, c'est important pour moi, et parce que moi, il est hors de question que je passe 10 ans quelque part ou que je passe 10 ans à reconstruire ma vie. Donc ça m'a déjà pris 7 ans pour comprendre un peu les mécanismes et me former, rencontrer aussi des grands maîtres énergétiques qui m'ont accompagnée, notamment Ama, chez qui qui me forme encore, hein, bien sûr. Donc voilà. Et alors, moi, de toute cette expérience, l'expérience auprès des athlètes, etc., j'ai monté une méthode qui s'appelle la méthode Roll, et que je vais vous montrer parce que c'est la façon pour moi la plus rapide de se reconstruire. Donc c'est une méthode que je partage avec vous. Et donc vous allez voir, elle se fait en 4 étapes. Et donc on va avoir la première étape qui est de renaître, donc sortir de la confusion et poser des limites solides. On va avoir une deuxième étape qui est oser. Donc oser, c'est oser affirmer sa voix, oser affirmer ses choix, oser poser ses limites. On va avoir une troisième étape qui est de se libérer, donc se détacher des empreintes émotionnelles et relationnelles du passé. Et puis une dernière étape qui est celle de vivre, donc de construire une vie alignée et de prendre sa place dans le monde. Donc ça, justement, cette première étape de comment je me reconstruis, c'est la première étape, ça va être celle de renaître. Donc sortir de la confusion et poser des fondations solides. Alors c'est une étape, moi avec mes clientes, c'est quelque chose où on travaille beaucoup, c'est une étape très importante qui est fondamentale. Enfin, elles sont toutes fondamentales en fait, donc c'est pour ça que je vous ai mis les grandes étapes. Donc ça va être de revenir à soi, ça va être de retrouver un ancrage émotionnel stable, donc ça veut dire retrouver cette bulle intérieure, cet espace intérieur émotionnel dans lequel on se sent en confiance, qui est un espace qui nous permet d'affronter émotionnellement tout ce qui se passe de façon très sécurisante. Ça va être redéfinir son identité en dehors de l'emprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître l'emprise sans minimiser, ça veut dire reconnaître tout ce qui s'est passé sans minimiser, nommer les violences subies,
psychologique, émotionnel, physique, sortir de l'auto-culpabilisation en reconsidérant son histoire et justesse, ça veut dire aussi redonner les responsabilités à chacun, parce que dans ces relations-là, on n'est pas à 50-50, à 50-50 sur ce qui se passe. Non, donc c'est redonner les responsabilités à chacun, et puis nommer les violences, parce que ça, elles sont toujours minimisées, et c'est très dur d'en prendre conscience. Moi, il y a certaines violences que j'ai mis des années à accepter ce qui s'était passé. Des années, j'exagère un peu, mais j'ai mis du temps. Ça a été dur d'entendre les mots. Donc il faut les reconnaître, et puis commencer à reconstruire une identité dissociée de l'agresseur et du traumatisme. Ça, c'est la première étape, elle est fondamentale. Et si on n'a pas fait cette étape, on ne peut pas accéder à la suivante. Donc c'est vraiment des étapes qu'il faut faire dans l'ordre. Et tant qu'il y en a une qui n'est pas finie, l'autre n'est pas envisageable. Une fois qu'on a retrouvé cette sécurité intérieure, qu'on a pu se redéfinir, qu'on a pu valider notre histoire, on va passer à l'étape de oser. Oser, ça veut dire quoi? Ça veut dire affirmer sa voix, affirmer ses choix, poser ses limites. Donc, pour pouvoir le faire, ça veut dire qu'il faut identifier les comportements d'adaptation toxique, soumission, évitement, sur contrôle. Parce que, en fait, quand on est dans une relation toxique, on met en place des mécanismes de défense. Et ils sont nécessaires à ce moment-là pour survivre, sauf que quand on quitte la relation, on garde ces mécanismes. Or, ces mécanismes, si on les garde, ils deviennent toxiques pour les autres dans nos futures relations, et ils sont aussi toxiques pour nous-mêmes. Donc, pour reconstruire des relations saines, équilibrées, etc., il va falloir identifier ces mécanismes pour pouvoir les démonter et reprogrammer notre cerveau à un juste équilibre de la balance. Donc, c'est reprogrammer les schémas de soumission et de dépendance. Donc, ça veut dire ensuite restaurer la confiance en votre jugement, ça veut dire écouter votre intuition, écouter votre corps, parce que le corps parle. Et moi, j'ai un exemple. Cette année, j'ai croisé la route de quelqu'un. Bref, je sortais un soir et je le croise 10 mètres devant moi, et là, mon corps a un mouvement de recul. Je ressens un fort mouvement de recul, et à ce moment-là, j'ai compris que cette personne, je ne devais pas la croiser, je ne devais pas la rencontrer. Ou si je la rencontrais par politesse, je devais en aucun cas lui laisser le moyen de s'accrocher à moi. Donc voilà, donc c'est pour ça. Donc réécouter son jugement, réécouter son corps, réécouter son intuition. Ensuite, c'est apprendre à poser des limites claires. Poser des limites claires, ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier ses besoins, identifier ses choix et oser les poser. Et exprimer ses besoins, c'est très important d'avoir conscience de ses besoins et de les poser. Parce que vos besoins, c'est ce qui vous maintient en vie. C'est les besoins fondamentaux dont vous avez besoin. Autres que manger, dormir, etc. Ils sont aussi importants. Mais vous en avez d'autres pour trouver. Vous en avez d'autres pour trouver votre équilibre. Donc, il s'agit de les identifier, et ces besoins, ils ne sont pas négociables. Ils doivent absolument être respectés. Si dans votre relation, vous n'êtes pas respecté dans vos besoins, c'est que vous êtes dans des schémas toxiques. Vous êtes dans une relation qui n'est pas tout à fait saine. Donc c'est très important d'exprimer vos besoins et de les affirmer, et ces besoins ne sont pas négociables. C'est aussi affirmer vos choix avec assurance. Voilà, vous avez le droit d'avoir des choix, et parce que c'est votre façon de vivre et que c'est comme ça que vous voulez le faire. On peut être à l'écoute, mais poser ses choix et choisir la vie que l'on veut, vous avez le droit de le faire. Donc c'est les poser avec assurance, et puis c'est retrouver votre autorité personnelle. Une fois que cette étape est réalisée, on peut passer à l'étape 3, qui est une étape fondamentale, parce que ici, ça va être le moment, quand vous avez retrouvé une certaine stabilité, un certain ancrage, vous êtes posé en tout cas un ancrage émotionnel, vous allez à ce moment-là pouvoir travailler sur les empreintes émotionnelles et relationnelles du passé. Ça veut dire que vous allez pouvoir identifier, dénouer les attachements traumatiques, donc les addictions relationnelles, les confusions affectives. C'est encore une fois remettre la balance à l'équilibre. Et puis surtout, on va pouvoir libérer les mémoires psycho-émotionnelles, psycho-énergétiques. C'est donc se défaire des charges émotionnelles inconscientes, c'est libérer le mental et l'émotionnel de l'agresseur. Ça, parce qu'il y a toujours une trace, donc il faut s'en libérer. Après, il faut aussi se libérer des carcans, des loyautés invisibles, des mémoires transgénérationnelles, et donc se délester du poids des injonctions et de l'éducation éducative et sociale.
Donc ça fait beaucoup de choses à nettoyer, mais voilà, vous réfléchissez un petit peu, vous allez voir, on en a tous les carcans dans nos familles. Moi, je connais pas, il faut pas croire que toutes les familles sont saines, etc. Oui, il y a des familles plus saines que d'autres, c'est sûr, mais toutes les familles ont leurs problématiques et toutes les familles ont des choses à nettoyer et notamment, je pense aux mémoires transgénérationnelles. On est tous touchés par les mémoires transgénérationnelles, donc c'est vraiment important de travailler là-dessus et de nettoyer vos lignées pour vos enfants. Et la dernière étape, c'est vivre, donc construire une vie alignée, prendre sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire redéfinir son identité après l'emprise, c'est surtout retrouver notre véritable identité, c'est réactiver le plaisir, le désir, la joie d'exister, votre pouvoir de création. Donc c'est reprendre pleinement sa place dans ses relations de famille, dans sa mission j'entends sa mission de vie, la raison pour laquelle on est venu sur Terre, ce que l'on est venu faire. Donc accomplir sa trajectoire d'âme et sa mission de vie. C'est développer un ancrage psychocorporel solide. Donc ça, c'est ce qui vous permet d'affronter la vie et d'avancer dans la vie avec une certaine sérénité, en tout cas une capacité à rebondir rapide. Et puis harmoniser sa vie dans toutes les dimensions, personnelles, affectives, familiales, professionnelles, c'est-à-dire avoir une vie alignée avec qui vous êtes, avoir une vie qui vous correspond. Et donc derrière, ça veut dire rayonner, ça veut dire incarner sa vision, ça veut dire incarner sa souveraineté. Et puis, ça veut dire témoigner de la joie de vivre auprès des autres, parce que on n'en a pas conscience comme ça quand on sort d'une telle histoire, mais la vie est profondément simple. Et c'est nous qui la compliquons par nos émotions, mais la vie est fondamentalement simple, très simple. Voilà. Donc moi, j'ai fini un peu pour vous j'ai fini là de vous montrer quel est le chemin que l'on prend pour se reconstruire de la façon la plus rapide, quelles sont les étapes à passer et qu'il faut réaliser. Et puis, moi personnellement, chaque mois, j'ouvre 2 places pour mon accompagnement premium. Donc, je prends très peu de personnes parce que je veux un accompagnement qualitatif. Je veux pouvoir me concentrer sur vous et travailler avec vous, parce que je suis en contact avec vous tous les jours. Et puis on se voit en coaching une fois par semaine. Donc c'est un accompagnement qui est dense pour vous, mais qui est dense pour moi aussi. Donc c'est pour ça, je prends très peu de personnes pour garantir une qualité d'accompagnement. Et ben si vous êtes intéressé par cet accompagnement, si vous vous sentez appelé, et ben prenez un rendez-vous téléphonique et puis comme ça on prendra le temps de discuter, de voir un peu avec vous où vous en êtes, votre parcours, de faire connaissance aussi, et puis voir si ça match entre nous, si le courant passe, et puis surtout voir si vous êtes prête à suivre l'accompagnement. Et, euh, et voilà, parce qu'encore une fois, je choisis les clientes que j'accompagne, parce que c'est un engagement de part et d'autre, donc c'est fondamental que la relation de confiance puisse s'installer. Si je sens que je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner, je n'hésiterai pas à vous le dire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté et je vous dis à très bientôt.